Chapitre 23. Candide et Martin vont sur les côtes d'Angleterre. Ce qu'ils y voient. Ah, Pangloss, Pangloss. Ah, Martin, Martin. Ah, ma chère Cunégonde. Qu'est-ce que ce monde-ci disait Candide sur le vaisseau hollandais. Quelque chose de bien fou et de bien abominable, répondait Martin. Vous connaissez l'Angleterre? Y est-on aussi fou qu'en France? C'est une autre espèce de folie, dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada nouveau. De vous dire précisément s'il y a plus de gens alliés dans un pays que dans un autre, c'est ce que mes faibles lumières ne me permettent pas. Je sais seulement qu'en général, les gens que nous allons voir sont fort atrabilaires. En causant ainsi, ils abordèrent à Portsmouth. Une multitude de peuple couvrait le rivage et regardait attentivement un assez gros homme qui était à genoux, les yeux bandés, sur le tillac d'un des vaisseaux de la flotte. 4 soldats, postés vis-à-vis de cet homme, lui tirèrent chacun 3 balles dans le crâne le plus paisiblement du monde, et toute l'assemblée s'en retourna extrêmement satisfaite. « Qu'est-ce donc que tout ceci » dit Candide. « Et quel démon exerce partout son empire ?» Il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer en cérémonie. « C'est un amiral, lui répondit-on. Et pourquoi tuer cet amiral ? C'est lui, dit-on, parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde. Il a livré un combat à un amiral français, et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. Mais, dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci l'était de l'autre. Cela est incontestable, lui répliqua-t-on. Mais dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre et qu'il fit son marché avec le patron hollandais. Dut-il le voler comme celui de Suriname, pour le conduire sans délai à Venise. Le patron fut prêt au bout de 2 jours. On côtoya la France, on passa à la vue de Lisbonne et Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la Méditerranée. Enfin, on aborda à Venise. « Dieu soit loué, dit Candide en embrassant Martin. C'est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Je compte sur Cacambo comme sur moi-même. Tout est bien, tout va bien, tout va le mieux qu'il soit possible. » Chapitre 24. De Paquette et de frère Giroflée. Dès qu'il fut à Venise, il fit chercher Cacambo dans tous les cabarets, dans tous les cafés, chez toutes les filles de joie, et ne le trouva point. Il envoyait tous les jours à la découverte de tous les vaisseaux et de toutes les barques, nulle nouvelle de Cacambo. « Quoi, disait-il à Martin, j'ai eu le temps de passer de Suriname à Bordeaux, d'aller de Bordeaux à Paris, de Paris à Dieppe, de Dieppe à Portsmouth, de côtoyer le Portugal et l'Espagne, de traverser toute la Méditerranée, de passer quelques mois à Venise, et la belle Cunégonde n'est point venue. Je n'ai rencontré au lieu d'elle qu'une drôlesse et un abbé Périgourdin. Cunégonde est morte sans doute, je n'ai plus qu'à mourir. Ah, il valait mieux rester dans le paradis du Dorado que de revenir dans cette maudite Europe. Que vous avez raison, mon cher Martin, tout n'est qu'illusion et calamité. » Il tomba dans une mélancolie noire et ne prit aucune part à l'opéra à la moda, ni aux autres divertissements du carnaval. Pas une dame ne lui donna la moindre tentation. Martin lui dit : « Vous êtes bien simple, en vérité, de vous figurer qu'un valet métis, qui a 5 ou 6 millions dans ses poches, ira chercher votre maîtresse au bout du monde et vous l'amènera à Venise. Il la prendra pour lui s'il la trouve. S'il ne la trouve pas, il en prendra une autre. Je vous conseille d'oublier votre valet Cacambo et votre maîtresse Cunégonde. » Martin n'était pas consolant. La mélancolie de Candide augmenta, et Martin ne cessait de lui prouver qu'il y avait peu de vertu et peu de bonheur sur la terre, excepté peut-être dans Eldorado, où personne ne pouvait aller. En disputant sur cette matière importante, et en attendant Cunégonde, Candide aperçut un jeune théatin dans la place Saint-Marc, qui tenait sous le bras une fille. Le théatin paraissait frais, potelé, vigoureux. Ses yeux étaient brillants, son air assuré, sa mine haute, sa démarche fière. La fille était très jolie et chantait. Elle regardait amoureusement son théatin et de temps en temps lui pinçait ses grosses joues.
Vous m'avouerez du moins, dit Candide à Martin, que ces gens-ci sont heureux. Je n'ai trouvé jusqu'à présent dans toute la terre habitable, excepté dans Eldorado, que des infortunés. Mais pour cette fille et ce théatin, je gage que ce sont des créatures très heureuses. Je gage que non, dit Martin. Il n'y a qu'à les prier à dîner, dit Candide, et vous verrez si je me trompe. Aussitôt il les aborde, il leur fait son compliment et les invite à venir à son hôtellerie manger des macaronis, des perdrix de Lombardie, des œufs d'esturgeon et à boire du vin de Montepulciano, du Lacryma Christi, du Chypre et du Samos. La demoiselle rougit. Le théatin accepta la partie, et la fille le suivit en regardant Candide avec des yeux de surprise et de confusion, qui furent obscurcis de quelques larmes. À peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide qu'elle lui dit « Eh quoi, monsieur Candide ne reconnaît plus Paquette ?» À ces mots, Candide, qui ne l'avait pas considérée jusque-là avec attention, parce qu'il n'était occupé que de Cunégonde, lui dit « Hélas, ma pauvre enfant, c'est donc vous qui avez mis le docteur Pangloss dans le bel état où je l'ai vu ?»« Hélas, monsieur, c'est moi-même, dit Paquette. Je vois que vous êtes instruit de tout. J'ai su les malheurs épouvantables arrivés à toute la maison de madame la baronne et à la belle Cunégonde. Je vous jure que ma destinée n'a guère été moins triste. J'étais fort innocente quand vous m'avez vue. Un cordelier, qui était mon confesseur, me séduisit aisément. Les suites en furent affreuses. Je fus obligée de sortir du château quelque temps après que monsieur le baron vous eût renvoyé à grands coups de pied dans le derrière. Si un fameux médecin n'avait pas pris pitié de moi, j'étais morte. Je fus quelque temps par reconnaissance la maîtresse de ce médecin. Sa femme, qui était jalouse à la rage, me battait tous les jours impitoyablement. C'était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous les hommes, et moi, la plus malheureuse de toutes les créatures, d'être battue continuellement pour un homme que je n'aimais pas. Vous savez, monsieur, combien il est dangereux pour une femme acariâtre d'être l'épouse d'un médecin. Celui-ci, outré des procédés de sa femme, lui donna un jour, pour la guérir d'un petit rhume, une médecine si efficace qu'elle en mourut en 2 heures de temps dans des convulsions horribles. Les parents de madame intentèrent à monsieur un procès criminel, il prit la fuite, et moi je fus mise en prison. Mon innocence ne m'aurait pas sauvée si je n'avais été un peu jolie. Le juge m'élargit à condition qu'il succéderait au médecin. Je fus bientôt supplantée par une rivale, chassée sans récompense et obligée de continuer ce métier abominable qui vous paraît si plaisant à vous autres hommes et qui n'est pour nous qu'un abîme de misère. J'allais exercer la profession à Venise. Ah, monsieur, si vous pouviez vous imaginer ce que c'est que d'être obligé de caresser indifféremment un vieux marchand, un avocat, un moine, un gondolier, un abbé, d'être exposée à toutes les insultes, à toutes les avanies, d'être souvent réduite à emprunter une jupe pour aller se la faire lever par un homme dégoûtant, d'être volée par l'un de ceux qu'on a gagnés avec l'autre, d'être rançonnée par les officiers de justice et de n'avoir en perspective qu'une vieillesse affreuse, un hôpital et un fumier. Vous concluriez que je suis une des plus malheureuses créatures du monde. Paquette ouvrait ainsi son cœur au bon Candide, dans un cabinet, en présence de Martin, qui disait à Candide « Vous voyez que j'ai déjà gagné la moitié de la gageure. » Frère Giroflée était resté dans la salle à manger, et buvait un coup en attendant le dîner. « Mais, dit Candide à Paquette, vous aviez l'air si gai, si content quand je vous ai rencontré. Vous chantiez, vous caressiez le théatin avec une complaisance naturelle. Vous m'avez paru aussi heureuse que vous prétendez être infortunée. » Ah, monsieur, répondit Paquette, c'est encore là une des misères du métier. J'ai été hier volée et battue par un officier, et il faut aujourd'hui que je paraisse de bonne humeur pour plaire à un moine. Candide n'en voulut pas davantage. Il avoua que Martin avait raison. On se mit à table avec Paquette et le théatin. Le repas fut assez amusant, et sur la fin on se parla avec quelque confiance. Mon père, dit Candide au moine, vous me paraissez jouir d'une destinée que tout le monde doit envier. La fleur de la santé brille sur votre visage. Votre physionomie annonce le bonheur. Vous avez une très jolie fille pour votre récréation, et vous paraissez très content de votre état de théatin. Ma foi, monsieur, dit frère Giroflée, je voudrais que tous les théatins fussent au fond de la mer. J'ai été tenté 100 fois de mettre le feu au couvent et d'aller me faire turc. Mes parents me forcèrent, à l'âge de 15 ans, d'endosser cette détestable robe, pour laisser plus de fortune à un maudit frère aîné, que Dieu confonde. La jalousie, la discorde, la rage habitent dans le couvent. Il est vrai que j'ai prêché quelques mauvais sermons qui m'ont valu un peu d'argent, dont le prieur me vole la moitié. Le reste me sert à entretenir des filles, mais quand je rentre le soir dans le monastère, je suis près de me casser la tête contre les murs du dortoir. Et tous mes confrères sont dans le même cas.
Martin, se tournant vers Candide avec un sang-froid ordinaire. Eh bien, lui dit-il, n'ai-je pas gagné la gageure tout entière? Candide donna 2000 piastres à Paquette et 1000 piastres à frère Giroflée. Je vous réponds, dit-il, qu'avec cela ils seront heureux. Je n'en crois rien du tout, dit Martin. Vous les rendrez peut-être avec ces piastres beaucoup plus malheureux encore. Il en sera ce qui pourra, dit Candide. Mais une chose me console, je vois qu'on retrouve souvent les gens qu'on ne croyait jamais retrouver. Il se pourra bien faire qu'ayant rencontré mon mouton rouge et Paquette, je rencontre aussi Cunégonde. Je souhaite, dit Martin, qu'elle fasse un jour votre bonheur. Mais c'est de quoi je doute fort. Vous êtes bien dur, dit Candide. C'est ce que j'ai vécu, dit Martin. Mais regardez ces gondoliers, dit Candide. Ne chantent-ils pas sans cesse? Vous ne les voyez pas dans leur ménage, avec leurs femmes et leurs marmots d'enfants, dit Martin. Le doge a ses chagrins, les gondoliers ont les leurs. Il est vrai qu'à tout prendre, le sort d'un gondolier est préférable à celui d'un doge. Mais je crois la différence si médiocre que cela ne vaut pas la peine d'être examiné. On parle, dit Candide, du sénateur Pococurante, qui demeure dans ce beau palais sur la Brenta, et qui reçoit assez bien les étrangers. On prétend que c'est un homme qui n'a jamais eu de chagrin. Je voudrais voir une espèce si rare, dit Martin. Candide, aussitôt, fit demander au seigneur Pococurante la permission de venir le voir le lendemain. Chapitre 25. Visite chez le seigneur Pococurante, noble vénitien. Candide et Martin allèrent en gondole sur la Brenta et arrivèrent au palais du noble Pococurante. Les jardins étaient bien entendus et ornés de belles statues de marbre. Le palais d'une belle architecture. Le maître du logis, homme de 60 ans, fort riche, reçut très poliment les deux curieux, mais avec très peu d'empressement, ce qui déconcerta Candide et ne déplut point à Martin. D'abord, deux filles jolies et proprement mises servirent du chocolat qu'elles firent très bien mousser. Candide ne put s'empêcher de les louer sur leur beauté, sur leur bonne grâce et sur leur adresse. Ce sont d'assez bonnes créatures, dit le sénateur Pococurante. Je les fais quelquefois coucher dans mon lit, car je suis bien là des dames de la ville, de leur coquetterie, de leur jalousie, de leurs querelles, de leurs humeurs, de leur petitesse, de leur orgueil, de leurs sottises et des sonnets qu'il faut faire ou commander pour elles. Mais après tout, ces deux filles commencent fort à m'ennuyer. Candide, après le déjeuner, se promenant dans une longue galerie, fut surpris de la beauté des tableaux. Il demanda de quel maître étaient les deux premiers. « Ils sont de Raphaël, dit le sénateur. Je les achetai fort cher par vanité il y a quelques années. On dit que c'est ce qu'il y a de plus beau en Italie, mais ils ne me plaisent point du tout. La couleur en est très rembrunie, les figures ne sont pas assez arrondies et ne sortent point assez. Les draperies ne ressemblent en rien à une étoffe. En un mot, quoi qu'on en dise, je ne trouve point là une imitation vraie de la nature. Je n'aimerais un tableau que quand je croirais voir la nature elle-même. Il n'y en a point de cette espèce. J'ai beaucoup de tableaux, mais je ne les regarde plus. » Pococurante, en attendant le dîner, se fit donner un concerto. Candide trouva la musique délicieuse. Ce bruit, dit Pococurante, peut amuser une demi-heure. Mais s'il dure plus longtemps, il fatigue tout le monde, quoique personne n'ose l'avouer. La musique aujourd'hui n'est plus que l'art d'exécuter des choses difficiles, et ce qui n'est que difficile ne plaît point à la longue. J'aimerais peut-être mieux l'opéra si on n'avait pas trouvé le secret d'en faire un monstre qui me révolte. Ira voir qui voudra de mauvaises tragédies en musique, où les scènes ne sont faites que pour amener, très mal à propos, 2 ou 3 chansons ridicules qui font valoir le gosier d'une actrice. Se pâmera de plaisir qui voudra, ou qui pourra, en voyant un châtré fredonner le rôle de César et de Caton et se promener d'un air gauche sur des planches. Pour moi, il y a longtemps que j'ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd'hui la gloire de l'Italie et que des souverains payent si chèrement. Candide disputa un peu, mais avec discrétion. Martin fut entièrement de l'avis du sénateur. On se mit à table, et après un excellent dîner, on entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un Homère magnifiquement relié, loua l'illustrissime sur son bon goût. « Voilà, dit-il, un livre qui faisait les délices du grand Pangloss, le meilleur philosophe de l'Allemagne. »« Il ne fait pas les miennes, dit froidement Pococurante. On me fit à croire autrefois que j'avais du plaisir en le lisant. Mais cette répétition continuelle de combats qui se ressemblent tous
ces dieux qui agissent toujours pour ne rien faire de décisif, cette Hélène qui est le sujet de la guerre et qui à peine est une actrice de la pièce, cette Troie qu'on assiège et qu'on ne prend point, tout cela me causait le plus mortel ennui. J'ai demandé quelquefois à des savants s'ils s'ennuyaient autant que moi à cette lecture. Tous les gens sincères m'ont avoué que le livre leur tombait des mains, mais qu'il fallait toujours l'avoir dans sa bibliothèque, comme un monument de l'Antiquité, et comme ces médailles rouillées qui ne peuvent être de commerce. Votre Excellence ne pense pas ainsi de Virgile, dit Candide. Je conviens, dit Pococurante, que le second, le 4e et le 6e livre de son Énéide sont excellents. Mais pour son pieux aîné, et le fort Cloanthe, et l'ami Acate, et le petit Ascanius, et l'imbécile roi Latinus, et la bourgeoise Amata et l'insipide Lavinia, je ne crois pas qu'il n'y ait rien de si froid et de plus désagréable. J'aime mieux le Tasse et les contes à dormir debout de l'Arioste. Oserais-je vous demander, monsieur, dit Candide, si vous n'avez pas un grand plaisir à lire Horace ? Il y a des maximes, dit Pococurante, dont un homme du monde peut faire son profit, et qui, étant resserrées dans des vers énergiques, se gravent plus aisément dans la mémoire. Mais je me soucie fort peu de son voyage à Brinde, et de sa description d'un mauvais dîner, et de la querelle des crocheteurs entre je ne sais quel Poupilous, dont les paroles, dit-il, étaient pleines de pu, et un autre dont les paroles étaient du vinaigre. Je n'ai lu qu'avec un extrême dégoût ces vers grossiers contre des vieilles et contre des sorcières. Et je ne crois pas quel mérite il peut y avoir à dire à son ami Maecenas que s'il est mis par lui au rang des poètes lyriques, il frappera les astres de son front sublime. Les sots admirent tout dans un auteur estimé. Je ne lis que pour moi. Je n'aime que ce qui est à mon usage. Candide, qui avait été élevé à ne jamais juger de rien par lui-même, était fort étonné de ce qu'il entendait. Et Martin trouvait la façon de penser de Pococurante assez raisonnable. « Oh, voici un Cicéron, dit Candide. Pour ce grand homme-là, je pense que vous ne vous lassez point de le lire. » Je ne le lis jamais, répondit le Vénitien. Que m'importe qu'il ait plaidé pour Rabirius ou pour Cluentius. J'ai bien assez des procès que je juge. Je me serais mieux accommodé de ses œuvres philosophiques. Mais quand j'ai vu qu'il doutait de tout, j'ai conclu que j'en savais autant que lui, et que je n'avais besoin de personne pour être ignorant. Ah, voilà 24 volumes de recueil d'une académie des sciences, s'écria Martin. Il se peut qu'il y ait là du bon. Il y en aurait, dit Pococurante, si un seul des auteurs de ces fatras avait inventé seulement l'art de faire des épingles. Mais il n'y a dans tous ces livres que de 20 systèmes et pas une seule chose utile. Que de pièces de théâtre, je vois là, dit Candide. En italien, en espagnol, en français ? Oui, dit le sénateur, il y en a 3000, et pas 3 douzaines de bonnes. Pour ces recueils de sermons, qui tous ensemble ne valent pas une page de Sénèque, et tous ces gros volumes de théologie, vous pensez bien que je ne les ouvre jamais, ni moi, ni personne. Martin aperçut des rayons chargés de livres anglais. Je crois, dit-il, qu'un républicain doit se plaire à la plupart de ses ouvrages, écrits si librement. Oui, répondit Pococurante, il est beau d'écrire ce qu'on pense. C'est le privilège de l'homme. Dans toute notre Italie, on n'écrit que ce qu'on ne pense pas. Ceux qui habitent la patrie des Césars et des Antonins n'osent avoir une idée sans la permission d'un Jacobin. Je serais content de la liberté qui inspire les génies anglais, si la passion et l'esprit de parti ne corrompaient pas tout ce que cette précieuse liberté a d'estimable. Candide, apercevant un Milon, lui demanda s'il ne regardait pas cet auteur comme un grand homme. Qui, dit Pococurante, ce barbare qui fait un long commentaire du premier chapitre de la Genèse en 10 livres de verdure? Ce grossier imitateur des Grecs, qui défigure la création, et qui, tandis que Moïse représente l'être éternel produisant le monde par la parole, fait prendre un grand compas par le Messia dans une armoire du ciel pour tracer son ouvrage? Moi, j'estimerais celui qui a gâté l'enfer et le diable du Tasse, qui déguise Lucifer tantôt en crapaud, tantôt en pygmée, qui lui fait rebattre 100 fois les mêmes discours, qui le fait disputer sur la théologie, qui, en imitant sérieusement l'invention comique des armes à feu de l'Arioste, fait tirer le canon dans le ciel par les diables? Ni moi, ni personne en Italie n'a pu se plaire à toutes ces tristes extravagances. Le mariage du péché et de la mort, et les couleuvres dont le péché accouche font vomir tout homme qui a le goût un peu délicat. Et sa longue description d'un hôpital n'est bonne que pour un fossoyeur. Ce poème obscur, bizarre et dégoûtant fut méprisé à sa naissance. Je le traite aujourd'hui comme il fut traité dans sa patrie par les contemporains. Au reste, je dis ce que je pense, et je me soucie fort peu que les autres pensent comme moi. Candide était affligé de ces discours. Il respectait Homère, il aimait un peu Milton. Hélas, dit-il tout bas à Martin,
J'ai bien peur que cet homme-ci n'ait un souverain mépris pour nos poètes allemands. Il n'y aurait pas grand mal à cela, dit Martin. Oh, quel homme supérieur, disait encore Candide entre ses dents. Quel grand génie que ce Pococurante. Rien ne peut lui plaire. Après avoir fait ainsi la revue de tous les livres, ils descendirent dans le jardin. Candide en loua toutes les beautés. Je ne sais rien de si mauvais goût, dit le maître. Nous n'avons ici que des colifichets. Mais je vais dès demain en faire planter un d'un dessin plus noble. Quand les deux curieux eurent pris congé de son excellence, or ça, dit Candide à Martin, vous conviendrez que voilà le plus heureux de tous les hommes, car il est au-dessus de tout ce qu'il possède. Ne voyez-vous pas, dit Martin, qu'il est dégoûté de tout ce qu'il possède? Platon a dit, il y a longtemps, que les meilleurs estomacs ne sont pas ceux qui rebutent tous les aliments. Mais, dit Candide, n'y a-t-il pas du plaisir à tout critiquer, à sentir des défauts où les autres hommes croient voir des beautés? C'est-à-dire, reprit Martin, qu'il y a du plaisir à n'avoir pas de plaisir? Oh bien, dit Candide, il n'y a donc d'heureux que moi quand je reverrai mademoiselle Cunégonde. C'est toujours bien fait d'espérer, dit Martin. Cependant, les jours, les semaines s'écoulaient. Cacambo ne revenait point, et Candide était si abîmé dans sa douleur qu'il ne fit pas même réflexion que Paquette et frère Giroflée n'étaient pas venus seulement le remercier. Chapitre 26 d'un souper que Candide et Martin firent avec 6 étrangers et qui ils étaient. Un soir que Candide, suivi de Martin, allait se mettre à table avec les étrangers qui logeaient dans la même hôtellerie, un homme à visage de couleur de suie l'aborda par derrière et, le prenant par le bras, lui dit « Soyez prêt à partir avec nous, n'y manquez pas. » Il se retourne et voit Cacambo. Il n'y avait que la vue de Cunégonde qui put l'étonner et lui plaire davantage. Il fut sur le point de devenir fou de joie. Il embrasse son cher ami. « Cunégonde est ici sans doute. Où est-elle? Mène-moi vers elle, que je meure de joie avec elle. » Cunégonde n'est point ici, dit Cacambo. Elle est à Constantinople. Ah, ciel, à Constantinople? Mais fût-elle à la Chine, j'y vole, partons. Nous partirons après souper, reprit Cacambo. Je ne peux vous en dire davantage. Je suis esclave, mon maître m'attend. Il faut que j'aille le servir à table. Ne dites mot. Soupez et tenez-vous prêts. Candide, partagé entre la joie et la douleur, charmé d'avoir revu son agent fidèle, étonné de le voir esclave, plein de l'idée de retrouver sa maîtresse, le cœur agité, l'esprit bouleversé, se mit à table avec Martin, qui voyait de sang-froid toutes ses aventures, et avec 6 étrangers qui étaient venus passer le carnaval à Venise. Cacambo, qui versait à boire à l'un de ces 6 étrangers, s'approcha de l'oreille de son maître sur la fin du repas et lui dit « Sire, votre majesté partira quand elle voudra, le vaisseau est prêt. » Ayant dit ces mots, il sortit. Les convives, étonnés, se regardaient sans proférer une seule parole, lorsqu'un autre domestique, s'approchant de son maître, lui dit « Sire, la chaise de votre majesté est à Padoue, et la barque est prête. » Le maître fit un signe, et le domestique partit. Tous les convives se regardèrent encore, et la surprise commune redoubla. Un 3e valet, s'approchant ainsi d'un 3e étranger, lui dit « Sire, croyez-moi, votre majesté ne doit pas rester ici plus longtemps. Je vais tout préparer. » Et aussitôt il disparut. Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce fût une mascarade du carnaval. Un 4e domestique dit au 4e maître « Votre majesté partira quand elle voudra », et sortit comme les autres. Le 5e valet en dit autant au 5e maître, mais le 6e valet parla différemment au 6e étranger qui était auprès de Candide. Il lui dit « Ma foi, sire, on ne veut plus faire crédit à votre majesté, ni à moi non plus, et nous pourrions bien être coffrés cette nuit, vous et moi. Je vais pourvoir à mes affaires. Adieu. » Tous les domestiques ayant disparu, les 6 étrangers, Candide et Martin, demeurèrent dans un profond silence. Enfin, Candide le rompit. « Messieurs, dit-il, voilà une singulière plaisanterie. Pourquoi êtes-vous tous rois? Pour moi, je vous avoue que ni moi ni Martin, nous ne le sommes. » Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole et dit en italien « Je ne suis point plaisant, je m'appelle Achmet III. J'ai été grand sultan plusieurs années. Je détrônai mon frère, mon neveu m'a détrôné. On a coupé le cou à mes vizirs.
J'achève ma vie dans le vieux sérail, mon neveu le grand sultan Mahmoud me permet de voyager quelquefois pour ma santé, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Un jeune homme qui était auprès d'Achmet parla après lui, et dit « Je m'appelle Ivan. J'ai été empereur de toutes les Russies. J'ai été détrôné au berceau. Mon père et ma mère ont été enfermés. On m'a élevé en prison. J'ai quelquefois la permission de voyager, accompagné de ceux qui me gardent, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Le troisième dit « Je suis Charles-Édouard, roi d'Angleterre. Mon père m'a cédé ses droits au royaume, j'ai combattu pour les soutenir. On a arraché le cœur à 800 de mes partisans, et on leur en a battu les joues. J'ai été mis en prison. Je vais à Rome faire une visite au roi mon père, détrôné ainsi que moi et mon grand-père, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Le quatrième prit alors la parole et dit « Je suis roi des Polaques. Le sort de la guerre m'a privé de mes états héréditaires. Mon père a éprouvé les mêmes revers. Je me résigne à la providence, comme le sultan Achmet, l'empereur Ivan et le roi Charles-Édouard, à qui Dieu donne une longue vie, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Le cinquième dit « Je suis aussi roi des Polaques, j'ai perdu mon royaume 2 fois, mais la providence m'a donné un autre état, dans lequel j'ai fait plus de bien que tous les rois de Sarmates ensemble n'en ont jamais pu faire sur les bords de la Vistule. Je me résigne aussi à la providence, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Il restait au sixième monarque à parler. « Messieurs, dit-il, je ne suis pas si grand seigneur que vous, mais enfin j'ai été roi tout comme un autre. Je suis Théodore. On m'a élu roi en Corse, on m'a appelé Votre Majesté, et à présent, à peine m'appelle-t-on Monsieur. J'ai fait frapper de la monnaie, et je ne possède pas un denier. J'ai eu 2 secrétaires d'État, et j'ai à peine un valet. Je me suis vu sur un trône, et j'ai longtemps été à Londres en prison, sur la paille. J'ai bien peur d'être traité de même ici, quoique je sois venu comme Vos Majestés passer le carnaval à Venise. » Les 5 autres rois écoutèrent ce discours avec une noble compassion. Chacun d'eux donna 20 sequins au roi Théodore, pour avoir des habits et des chemises, et Candide lui fit présent d'un diamant de 2000 sequins. Quel est donc, disaient les 5 rois, ce simple particulier, qui est en état de donner 100 fois autant que chacun de nous, et qui le donne? Dans l'instant qu'on sortait de table, il arriva dans la même hôtellerie 4 altesses sérénissimes, qui avaient aussi perdu leurs états par le sort de la guerre, et qui venaient passer le reste du carnaval à Venise. Mais Candide ne prit pas seulement garde à ces nouveaux venus. Il n'était occupé que d'aller trouver sa chère Cunégonde à Constantinople. Chapitre 27. Voyage de Candide à Constantinople. Le fidèle Cacambo avait déjà obtenu du patron turc, qui allait reconduire le sultan Achmet à Constantinople, qu'il recevrait Candide et Martin sur son bord. L'un et l'autre s'y rendirent, après s'être prosternés devant sa misérable hôtesse. Candide, chemin faisant, disait à Martin « Voilà pourtant 6 rois détrônés avec qui nous avons soupé, et encore dans ces 6 rois, il y en a un à qui j'ai fait l'aumône. Peut-être y a-t-il beaucoup d'autres princes plus infortunés. Pour moi, je n'ai perdu que 100 moutons, et je vole dans les bras de Cunégonde. Mon cher Martin, encore une fois, Pangloss avait raison. Tout est bien. »« Je le souhaite, dit Martin. »« Mais, dit Candide, voilà une aventure bien peu vraisemblable que nous avons eue à Venise. On n'avait jamais vu, ni ouï compter que 6 rois détrônés soupassent ensemble au cabaret. Cela n'est pas plus extraordinaire, dit Martin, que la plupart des choses qui nous sont arrivées. Il est très commun que des rois soient détrônés. Et à l'égard de l'honneur que nous avons eu de souper avec eux, c'est une bagatelle qui ne mérite pas notre attention. » À peine Candide fut-il dans le vaisseau qu'il sauta au cou de son ancien valet, de son ami Cacambo. « Eh bien, lui dit-il, que fait Cunégonde? Est-elle toujours un prodige de beauté? M'aime-t-elle toujours? Comment se porte-t-elle? Tu lui as sans doute acheté un palais à Constantinople. »« Mon cher maître, répondit Cacambo, Cunégonde lave les écuelles sur le bord de la Propontide, chez un prince qui a très peu d'écuelles. Elle est esclave dans la maison d'un ancien souverain, nommé Ragotski, à qui le grand Turc donne 3 écus par jour dans son asile. Mais ce qui est bien plus triste, c'est qu'elle a perdu sa beauté et qu'elle est devenue horriblement laide. »« Ah, belle ou laide, dit Candide, je suis honnête homme, et mon devoir est de l'aimer toujours. Mais comment peut-elle être réduite à un état si abject avec les 5 ou 6 millions que tu avais apportés? »« Bon, dit Cacambo,
Ne m'en a-t-il pas fallu donner 2 millions au seigneur Don Fernando d'Ibarra, y Figueora, y Mascarenhas, y Lompurdos, y Souza, gouverneur de Buenos Aires, pour avoir la permission de reprendre mademoiselle Cunégonde? Et un pirate ne nous a-t-il pas bravement dépouillés de tout le reste? Ce pirate ne nous a-t-il pas menés au cap de Matapan, à Milo, à Nicari, à Samos, à Petra, aux Dardanelles, à Marmora, à Scutari? Cunégonde et la vieille servent chez ce prince dont je vous ai parlé, et moi je suis esclave du sultan détrôné. Que d'épouvantables calamités enchaînées les unes aux autres, dit Candide. Mais après tout, j'ai encore quelques diamants. Je délivrerai aisément Cunégonde. C'est bien dommage qu'elle soit devenue si laide. Ensuite, se tournant vers Martin. Qui pensez-vous, dit-il, qui soit le plus à plaindre, de l'empereur Achmet, de l'empereur Ivan, du roi Charles-Édouard ou de moi? Je n'en sais rien, dit Martin. Il faudrait que je fusse dans vos cœurs pour le savoir. Ah, dit Candide, si Pangloss était là, il saurait et nous l'apprendrait. Je ne sais, dit Martin, avec quelle balance votre Pangloss aurait pu peser les infortunes des hommes et apprécier leur douleur. Tout ce que je présume, c'est qu'il y a des millions d'hommes sur la terre, 100 fois plus à plaindre que le roi Charles-Édouard, l'empereur Ivan et le sultan Achmet. Cela pourrait bien être, dit Candide. On arriva en peu de jours sur le canal de la mer Noire. Candide commença par racheter Cacambo fort cher, et sans perdre de temps, il se jeta dans une galère avec ses compagnons pour aller sur le rivage de la Propontide chercher Cunégonde, quelque laide qu'elle pût être. Il y avait dans la churme 2 forçats qui ramaient fort mal, et à qui le Lévanti patron appliquait de temps en temps quelques coups de nerf de bœuf sur leurs épaules nues. Candide, par un mouvement naturel, les regarda plus attentivement que les autres galériens et s'approcha d'eux avec pitié. Quelques traits de leur visage défiguré lui parurent avoir un peu de ressemblance avec Pangloss et avec ce malheureux jésuite, ce baron, ce frère de mademoiselle Cunégonde. Cette idée l'émut et l'attrista. Il les considéra encore plus attentivement. En vérité, dit-il à Cacambo, si je n'avais pas vu pendre maître Pangloss, et si je n'avais pas eu le malheur de tuer le baron, je croirais que ce sont eux qui rament dans cette galère. Au nom du baron et de Pangloss, les 2 forçats poussèrent un grand cri, s'arrêtèrent sur leurs bancs et laissèrent tomber leurs rames. Le Lévanti patron accourait sur eux et les coups de nerf de bœuf redoublaient. « Arrêtez, arrêtez, seigneur, s'écria Candide. Je vous donnerai tant d'argent que vous voudrez. Quoi? C'est Candide? Disait l'un des forçats. Quoi? C'est Candide? Disait l'autre. Est-ce un songe? Dit Candide. Veillais-je? Suis-je dans cette galère? Est-ce là monsieur le baron que j'ai tué? Est-ce là maître Pangloss que j'ai vu pendre? C'est nous-mêmes, répondit-il. Quoi? C'est là ce grand philosophe? Disait Martin. Eh, monsieur le Lévanti patron, dit Candide, combien voulez-vous d'argent pour la rançon de monsieur de Thundertentronckh, un des premiers barons de l'Empire, et de monsieur Pangloss, le plus profond métaphysicien d'Allemagne? Chien de chrétien, répondit le Lévanti patron, puisque ces 2 chiens de forçats chrétiens sont des barons et des métaphysiciens, ce qui est sans doute une grande dignité dans leur pays, tu m'en donneras 50 000 sequins. Vous les aurez, monsieur. Ramenez-moi comme un éclair à Constantinople et vous serez payé sur le champ. Mais non, menez-moi chez mademoiselle Cunégonde. Le Lévanti patron, sur la première offre de Candide, avait déjà tourné la proue vers la ville, et il faisait ramer plus vite qu'un oiseau ne fend les airs. Candide embrassa 100 fois le baron et Pangloss. « Et comment ne vous ai-je pas tué, mon cher baron? Et mon cher Pangloss, comment êtes-vous en vie après avoir été pendu? Et pourquoi êtes-vous tous 2 aux galères en Turquie? Est-il bien vrai que ma chère sœur soit dans ce pays? Disait le baron. Oui, répondait Cacambo. Je revois donc mon cher Candide, s'écriait Pangloss. Candide leur présentait Martin et Cacambo. Ils s'embrassaient tous, ils parlaient tous à la fois. La galère volait, ils étaient déjà dans le port. On fit venir un juif à qui Candide vendit pour 50 000 sequins un diamant de la valeur de 100 000 et qui lui jura par Abraham qu'il n'en pouvait donner davantage. Il paya incontinent la rançon du baron et de Pangloss. Celui-ci se jeta aux pieds de son libérateur et les baigna de larmes. L'autre le remercia par un signe de tête et lui promit de lui rendre cet argent à la première occasion. « Mais est-il bien possible que ma sœur soit en Turquie ?» disait-il. « Rien n'est si possible, reprit Cacambo, puisqu'elle est cure à la vaisselle chez un prince de Transylvanie. » On fit aussitôt venir 2 juifs. Candide vendit encore 2 diamants. Et ils repartirent tous dans une autre galère pour aller délivrer Cunégonde.
Chapitre 28. Ce qui arriva à Candide, à Cunégonde, à Pangloss, à Martin, etc. Pardon encore une fois, dit Candide au baron. Pardon, mon révérend père, de vous avoir donné un grand coup d'épée au travers du corps. N'en parlons plus, dit le baron. Je fus un peu trop vif, je l'avoue. Mais puisque vous voulez savoir par quel hasard vous m'avez vu aux galères, je vous dirai qu'après avoir été guéri de ma blessure par le frère apothicaire du collège, je fus attaqué et enlevé par un parti espagnol. On me mit en prison à Buenos Aires, dans le temps que ma sœur venait d'en partir. Je demandai à retourner à Rome auprès du père général. Je fus nommé pour aller servir d'aumônier à Constantinople, auprès de monsieur l'ambassadeur de France. Il n'y avait pas 8 jours que j'étais entré en fonction, quand je trouvai sur le soir un jeune Icoglan très bien fait. Il faisait fort chaud. Le jeune homme voulut se baigner. Je pris cette occasion de me baigner aussi. Je ne savais pas que ce fût un crime capital pour un chrétien d'être trouvé nu avec un jeune musulman. Un cadi me fit donner 100 coups de bâton sous la plante des pieds et me condamna aux galères. Je ne crois pas qu'on ait fait une plus horrible injustice, mais j'aimerais bien savoir pourquoi ma sœur est dans la cuisine d'un souverain de Transylvanie, réfugié chez les Turcs. Mais vous, mon cher Pangloss, dit Candide, comment se peut-il que je vous revoie? Il est vrai, dit Pangloss, que vous m'avez vu pendre. Je devais naturellement être brûlé, mais vous vous souvenez qu'il plut à verse lorsqu'on allait me cuire. L'orage fut si violent qu'on désespéra d'allumer le feu. Je fus pendu parce qu'on ne put mieux faire. Un chirurgien acheta mon corps, m'emporta chez lui et me disséqua. Il me fit d'abord une incision cruciale depuis le nombril jusqu'à la clavicule. On ne pouvait pas avoir été plus mal pendu que je l'avais été. L'exécuteur des hautes œuvres de la Sainte Inquisition, lequel était sous-diacre, brûlait à la vérité les gens à merveille, mais il n'était pas accoutumé à pendre. La corde était mouillée et glissa mal, elle fut nouée. Enfin, je respirais encore. L'incision cruciale me fit jeter un si grand cri que mon chirurgien tomba à la renverse, et croyant qu'il disséquait le diable, il s'enfuit en mourant de peur et tomba encore sur l'escalier en fuyant. Sa femme accourut au bruit d'un cabinet voisin. Elle me vit sur la table, étendue avec mon incision cruciale. Elle eut encore plus de peur que son mari, s'enfuit et tomba sur lui. Quand ils furent un peu revenus à eux, j'entendis la chirurgienne qui disait au chirurgien « Mon bon, de quoi vous avisez-vous aussi de disséquer un hérétique ? Ne savez-vous pas que le diable est toujours dans le corps de ces gens-là ? Je vais vite chercher un prêtre pour l'exorciser. » Je frémis à ce propos et je ramassai le peu de force qui me restait, pour crier « Ayez pitié de moi !» Enfin le barbier portugais s'enhardit. Il recousit ma peau, sa femme même eut soin de moi, je fus sur pied au bout de 15 jours. Le barbier me trouva une condition et me fit laquais d'un chevalier de Malte qui allait à Venise. Mais mon maître n'ayant pas de quoi me payer, je me mis au service d'un marchand vénitien et je le suivis à Constantinople. Un jour, il me prit fantaisie d'entrer dans une mosquée. Il n'y avait qu'un vieil imam et une jeune dévote très jolie qui disait ses patenôtres. Sa gorge était toute découverte. Elle avait entre ses 2 tétons un beau bouquet de tulipes, de roses, d'anémones, de renoncules, d'hyacinthes et d'oreilles d'ours. Elle laissa tomber son bouquet. Je le ramassai et je lui remis avec un empressement très respectueux. Je fus si longtemps à le lui remettre que l'imam se mit en colère, et voyant que j'étais chrétien, il cria à l'aide. On me mena chez le cadi, qui me fit donner 100 coups de latte sur la plante des pieds, et m'envoya aux galères. Je fus enchaîné précisément dans la même galère et au même banc que monsieur le baron. Il y avait dans cette galère 4 jeunes gens de Marseille, 5 prêtres napolitains et 2 moines de Corfou, qui nous dirent que de pareilles aventures arrivaient tous les jours. Monsieur le baron prétendait qu'il avait essuyé une plus grande injustice que moi. Je prétendais, moi, qu'il était beaucoup plus permis de remettre un bouquet sur la gorge d'une femme que d'être tout nu avec un Icoglan. Nous disputions sans cesse et nous recevions 20 coups de nerf de bœuf par jour, lorsque l'enchaînement des événements de cet univers vous a conduit dans notre galère, et que vous nous avez rachetés. Eh bien, mon cher Pangloss, lui dit Candide, quand vous avez été pendu, disséqué, roué de coups, et que vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde ? Je suis toujours de mon premier sentiment, répondit Pangloss, car enfin je suis philosophe. Il ne me convient pas de me dédire. Leibniz ne pouvant pas avoir tort, et l'harmonie préétablie étant d'ailleurs la plus belle chose au monde, aussi bien que le plein et la matière subtile. Chapitre 29. Comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille.
Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacambo contaient leurs aventures, qu'ils raisonnaient sur les événements contingents ou non contingents de cet univers, qu'ils disputaient sur les effets et les causes, sur le mal moral et sur le mal physique, sur la liberté et la nécessité, sur les consolations que l'on peut éprouver lorsqu'on est aux galères en Turquie, ils abordèrent sur le rivage de la Propontide à la maison du prince de Transylvanie. Les premiers objets qui se présentèrent furent Cunégonde et la vieille, qui étendaient des serviettes sur des ficelles pour les faire sécher. Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant Candide, en voyant sa belle Cunégonde rembrunie, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées, les bras rouges et écaillés, recule à 3 pas, saisi d'horreur, et avança ensuite par bon procédé. Elle embrassa Candide et son frère. On embrassa la vieille, Candide les racheta toutes deux. Il y avait une petite métairie dans le voisinage. La vieille proposa à Candide de s'en accommoder en attendant que toute la troupe eût une meilleure destinée. Cunégonde ne savait pas qu'elle était enlaidie. Personne ne l'en avait averti. Elle fit souvenir Candide de ses promesses avec un ton si absolu que le bon Candide n'osa pas la refuser. Il signifia donc au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. « Je ne souffrirai jamais, dit le baron, une telle bassesse de sa part et une telle insolence de la vôtre. Cette infamie ne me sera jamais reprochée. Les enfants de ma sœur ne pourraient entrer dans les chapitres d'Allemagne. Non, jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'Empire. » Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. Il fut inflexible. « Maître fou, lui dit Candide, je t'ai réchappé des galères, j'ai payé ta rançon, j'ai payé celle de ta sœur. Elle lavait ici des écuelles, elle est laide, j'ai la bonté d'en faire ma femme, et tu prétends encore t'y opposer? Je te retuerais si j'en croyais ma colère. » « Tu peux me tuer encore, dit le baron, mais tu n'épouseras pas ma sœur de mon vivant. » Chapitre 30. Conclusion. Candide, dans le fond de son cœur, n'avait aucune envie d'épouser Cunégonde. Mais l'impertinence extrême du baron le déterminait à conclure le mariage, et Cunégonde le pressait si vivement qu'il ne pouvait s'en dédire. Il consulta Pangloss, Martin et le fidèle Cacambo. Pangloss fit un beau mémoire par lequel il prouvait que le baron n'avait nul droit sur sa sœur, et qu'elle pouvait, selon toutes les lois de l'Empire, épouser Candide de la main gauche. Martin conclut à jeter le baron dans la mer. Cacambo décida qu'il fallait le rendre l'Éventi-patron et le remettre aux galères. Après quoi, on l'enlèverait à Rome au père général par le premier vaisseau. L'avis fut trouvé fort bon. La vieille l'approuva, on n'en dit rien à sa sœur. La chose fut exécutée pour quelque argent, et on eut le plaisir d'attraper un jésuite et de punir l'orgueil d'un baron allemand. Il était tout naturel d'imaginer qu'après tant de désastres, Candide, marié avec sa princesse et vivant avec le philosophe Pangloss, le philosophe Martin, le prudent Cacambo et la vieille, ayant d'ailleurs rapporté tant de diamants de la patrie des anciens Incas, mènerait la vie du monde la plus agréable. Mais il fut enfriponné par les Juifs qu'il ne lui resta plus rien que sa petite métairie. Sa femme, devenant tous les jours plus laide, devint acariâtre et insupportable. La vieille était infirme et fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. Cacambo, qui travaillait au jardin et qui allait vendre des légumes à Constantinople, était excédé de travail et maudissait sa destinée. Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d'Allemagne. Pour Martin, il était fermement persuadé qu'on est également mal partout. Il prenait les choses en patience. Candide, Martin et Pangloss disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie des bateaux chargés d'effendis, de bachas, de cadis, qu'on envoyait en exil à Lemnos, à Mytilène, à Erzeroum. On voyait venir d'autres cadis, d'autres bachas, d'autres effendis, qui prenaient la place des expulsés et qui étaient expulsés à leur tour. On voyait des têtes proprement empaillées qu'on allait présenter à la sublime porte. Ces spectacles faisaient redoubler les dissertations. Et quand on ne disputait pas, l'ennui était si excessif que la vieille osa un jour leur dire « Je voudrais savoir lequel est le pire, ou d'être violé 100 fois par des pirates nègres, d'avoir une fesse coupée, de passer par les baguettes chez les Bulgares, d'être fouetté et pendu dans un auto-da-fé, d'être disséqué, de ramer en galère, d'éprouver enfin toutes les misères par lesquelles nous avons tous passé, ou bien de rester ici à ne rien faire. » « C'est une grande question, dit Candide.
Ce discours fit naître de nouvelles réflexions, et Martin surtout conclut que l'homme était né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude, ou dans la léthargie de l'ennui. Candide n'en convenait pas, mais il n'assurait rien. Pangloss avouait qu'il avait toujours horriblement souffert, mais ayant soutenu une fois que tout allait à merveille, il le soutenait toujours et n'en croyait rien. Une chose acheva de confirmer Martin dans ses détestables principes, de faire hésiter plus que jamais Candide et d'embarrasser Pangloss. C'est qu'ils virent un jour aborder dans leur métairie Paquette et le frère Giroflée, qui étaient dans la plus extrême misère. Ils avaient bien vite mangé leurs 3000 piastres, s'étaient quittés, s'étaient raccommodés, s'étaient brouillés, avaient été mis en prison, s'étaient enfuis, et enfin frère Giroflée s'était fait turc. Paquette continuait son métier partout et n'y gagnait plus rien. Je l'avais bien prévu, dit Martin à Candide, que vos présents seraient bientôt dissipés et ne les rendraient que plus misérables. Vous avez regorgé de millions de piastres, vous et Cacambo, et vous n'êtes pas plus heureux que frères Giroflée et Paquette. Ah ah, dit Pangloss à Paquette, le ciel vous ramène donc ici parmi nous, ma pauvre enfant. Savez-vous bien que vous m'avez coûté le bout du nez, un œil et une oreille, comme vous voilà faite? Et qu'est-ce que ce monde? Cette nouvelle aventure les engagea à philosopher plus que jamais. Il y avait dans le voisinage un derviche très fameux, qui passait pour le meilleur philosophe de la Turquie. Ils allèrent le consulter. Pangloss porta la parole et lui dit « Maître, nous venons vous prier de nous dire pourquoi un aussi étrange animal que l'homme a été formé. » « De quoi te mêles-tu, dit le derviche, est-ce là ton affaire? Mais mon révérend père, dit Candide, il y a horriblement de mal sur la terre. Qu'importe, dit le derviche, qu'il y ait du mal ou du bien. Quand sa hautesse envoie un vaisseau en Égypte, s'embarrasse-t-elle si les souris qui sont dans le vaisseau sont à leur aise ou non? Que faut-il donc faire, dit Pangloss. Te taire, dit le derviche. Je me flattais, dit Pangloss, de raisonner un peu avec vous des effets et des causes, du meilleur des mondes possibles, de l'origine du mal, de la nature de l'âme et de l'harmonie préétablie. Le derviche, à ces mots, leur ferma la porte au nez. Pendant cette conversation, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler à Constantinople 2 vizirs du Ban et le moufti, et qu'on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d'oranger. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le moufti qu'on venait d'étrangler. « Je n'en sais rien, répondit le bonhomme, et je n'ai jamais su le nom d'aucun moufti ni d'aucun vizir. J'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez. Je présume qu'en général, ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement, et qu'ils le méritent. Mais je ne m'informe jamais de ce qu'on fait à Constantinople. Je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. » Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison. Ses 2 filles et ses 2 fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu'ils faisaient eux-mêmes, du caïmac piqué d'écorce de cédrat confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des pistaches, du café de Moka qui n'était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi, les 2 filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin. « Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre. »« Je n'ai que 20 arpents, répondit le Turc. Je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous 3 grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. » Candide, en retournant dans sa métairie, fit de profondes réflexions sur le discours du Turc. Il dit à Pangloss et à Martin « Ce bon vieillard me paraît s'être fait un sort bien préférable à celui des 6 rois avec qui nous avons eu l'honneur de souper. Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort dangereuses, selon le rapport de tous les philosophes. Car enfin, Aiglon, roi des Moabites, fut assassiné par Ahod. Absalom fut pendu par les cheveux et percé de 3 dards. Le roi Nadab, fils de Jéroboam, fut tué par Baasa. Le roi Éla par Zambri. Ochiosas par Jéhu. Athalia par Joiada. Les rois Joachim, Jéconias, Sédécias furent esclaves. Vous savez comment périrent Crésus, Astiage, Darius, Denis de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Hannibal, Jugurtha, Arioviste, César, Pompée, Néron, Othon, Vitellius, Domitien, Richard II d'Angleterre, Édouard II, Henri VI, Richard III, Marie Stuart, Charles Ier, les 3 Henri de France, l'empereur Henri IV? Vous savez, je sais aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, dit Pangloss, car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis ut operatur eum, pour qu'il travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Chacun se mit à exercer ses talents.
La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était à la vérité bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. Paquette broda, la vieille eut soin du linge. Il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée qui ne rendit service. Il fut un très bon menuisier, et même devint honnête homme. Et Pangloss disait quelquefois à Candide: tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles, car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin.